Alors, c'est un grand honneur pour moi de vous présenter ça, et puis aussi pour certains peut-être de me présenter, puisque comme le disait Eric, ça fait 2 mois et demi, bientôt 3 mois que je suis arrivée au CRDIG. Donc, pour ceux qui m'ont déjà rencontré, ma zapette ne marche pas, on va faire ça comme ça. Donc, pour ceux qui m'ont déjà rencontré, ma présentation devait grosso modo ressembler à ça. À savoir que j'ai fait un doctorat en psychologie, mais je suis pas vraiment psychologue. J'ai fait de l'informatique, mais je suis pas informaticienne non plus. Il y en a probablement certains que j'ai rencontrés par le passé quand je faisais des sciences de l'éducation. Bref, vous avez dû vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette personne-là? Et j'ai fini par conclure, je travaille avec NIR, ce qui a permis d'éclairer un petit peu la situation. Donc, avant de parler vraiment de navigation, je vais prendre juste 2 minutes d'autopromo pour vous présenter d'où je parle, d'où je vous parle de navigation, et puis que vous me connaissiez aussi un peu mieux pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, comme je vous le disais initialement, j'ai fait des études d'informatique en France, à l'ENS. Je voulais à l'époque être professeur d'informatique, mais je me suis rendu compte que les enseignants à l'université étaient pas bons enseignants, c'était bon techniquement, mais pas bon pour communiquer. Ce qui m'a amené à faire des sciences de l'éducation, donc complètement autre chose. J'ai fait aussi une maîtrise donc en sciences de l'éducation, mais plutôt orientée technologie éducative. Les sciences, enfin, dans le cadre de ce que je faisais, c'était quand même très centré sur les représentations sociales, les imaginaires, la sociologie, plutôt que l'éducation des jeunes enfants, on va dire. Après cette première maîtrise, j'ai eu l'occasion de faire un doctorat en psychologie cognitive, donc sur d'autres volets de la navigation, puisque dans ma maîtrise, j'ai fait de la navigation virtuelle, enfin de la mobilité virtuelle. Dans mon doctorat, j'ai travaillé sur la mobilité physique des personnes âgées. Ce qui m'a amené de fil en aiguille à découvrir la géomatique, à me questionner sur voilà, comment on se représente l'espace, comment on se localise dans l'espace. Et ça m'a permis de travailler ensuite pour 2 entreprises en France. Une première d'Assosystème où je faisais des jumeaux numériques de territoire. Et ensuite chez Lacroix où j'étais plus sur des systèmes électroniques pour favoriser les mobilités. N'empêche que dans tout ça, il y a un fil conducteur qui est la navigation, ce dont je vais vous parler maintenant. Je vous le redis, mais je sais que je parle fort, vite, avec beaucoup de passion. N'hésitez pas à m'interrompre s'il faut, parce que parfois, c'est bien. Merdate, je compte sur toi pour m'interrompre. Alors, donc parlons un peu de navigation et de navigation avec un S. Si vous cherchez dans Google Maps des images, voilà, je suis biaisée. Dans Google Images, des images qui représentent ce que c'est que la navigation, il est possible que vous ayez tout un panel d'images très, très différentes. L'idée première qui nous vient en tête quand on parle de navigation, c'est l'image qui est en haut à droite, donc le marin qui navigue sur les mers et qui guide son bateau. Mais on parle aussi de navigation pour les aides à la navigation que beaucoup d'entre vous connaissent, pour des aides aussi moins technologiques comme les cartes. On parle de naviguer dans des environnements qui ne sont pas forcément des environnements réels physiques. Ça peut être de la navigation dans des environnements virtuels, 3D ou 2D. On navigue sur Internet malgré tout. Et puis, il y a aussi des exceptions un peu plus, on va dire, un peu plus philosophiques de la navigation. On navigue dans la vie, on navigue dans le monde professionnel. Bref, on navigue dans beaucoup de choses. Et la navigation, c'est un mot qui est éminemment polysémique. De plus, donc polysémique qui a plusieurs sens. De plus, pour certaines personnes qui sont spécialistes de la navigation dans différents domaines, notamment en psychologie, elles s'accordent pour dire que elles ne sont pas d'accord. Donc, la navigation, c'est un concept élusif qui est assez difficile vraiment à caractériser. Grosso modo, on s'accorde quand même à dire qu'il y a une partie de recherche d'itinéraire, donc une partie, on va dire, computationnelle au sens large, et puis une partie de mise en pratique, de déplacement, etc.
Donc, comme je vous le disais, ces composantes ne sont pas clairement définies. Toutefois, et un point qui m'intéresse beaucoup, c'est l'utilisation de la métaphore de la navigation dans les environnements, les interfaces. Et ce qui est très intéressant, puisque je vous disais, on navigue sur Internet, ce genre de choses, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les gens qui sont penchés sur cette métaphore, c'est des gens qui viennent plutôt du monde géographique ou même géomatique sous certains aspects. Ici, en bas, la thèse dont j'ai mis un extrait, là, Special Metaphor for Browsing Large Data Archive, c'est Sarah Fabricant, que certains d'entre vous connaissent. Je sais que Mir connaît, en tout cas. C'est lui qui me l'a fait connaître. Donc, c'est Sarah Fabricant qui a fait sa thèse là-dessus, par exemple. Donc, il y a un lien quand même fort entre cette question d'interface et cette question d'espace. Ça va jusque-là? Parmi toutes les images qu'on a vues, moi, si je devais en retenir une pour définir ce que c'est que la navigation, je prendrais celle-ci. Pourquoi celle-ci? Parce que c'est un bon résumé des différentes composantes qui sont intéressantes dans la navigation, selon moi. On a un environnement. Donc là, on ne sait pas trop si c'est un environnement 2D, 3D, réel ou virtuel. Dans tous les cas, on a un environnement. Dans cet environnement, on va avoir un déplacement, donc une forme de locomotion, comme on disait tout à l'heure. Cette locomotion, elle va se faire selon un itinéraire qui a été défini. Donc là, on a notre composante de wayfinding. Et pour pouvoir, au cours de son déplacement, avoir conscience de où on se trouve et de où on va, il faut avoir des capacités aussi d'orientation. Bien sûr, tout ça, c'est très beau, mais il nous faut un sujet qui va naviguer. Là, dans le cadre de cette image et dans le cadre de la présentation, on va parler des sujets humains. La navigation, c'est aussi un domaine qui intéresse la robotique mobile, par exemple, qui intéresse l'éthologie, donc la science des comportements des animaux. On ne va pas en parler là. Et puis, notre humain, alors on ne voit pas là avec la barre, mais notre humain, il a à sa disposition des outils. Alors là, elle a juste un bâton, mais on a tous nos outils technologiques qu'on peut avoir aussi aujourd'hui en tant qu'aide à la navigation. Ce qu'il y a de bien avec cette image, c'est qu'elle permet quand même de résumer ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux images relatives à la navigation dans l'espace avec des aides à la navigation, avec la navigation sur Internet, ou encore dans des formes un petit peu plus justement abstraites de navigation dans la vie. Ça prend toujours un peu quelque part ces composantes-là. C'est pour ça qu'on va partir sur cette image. Donc, puisque comme je vous le disais, c'est assez élusif quand même, cette question de navigation, je vous propose de prendre le cadre conceptuel qui a été développé par Durich et Chalmers, qui dit que la navigation, ça a grosso modo 3 composantes. Une première composante, c'est la composante spatiale, donc celle qui, à mon avis, vous est le plus familière, à savoir le fait qu'on va aller d'un point A à un point B dans un espace. Mais ce déplacement d'un point A à un point B, on le fait selon ce qui a du sens pour nous et selon le sens qu'on peut extraire de l'espace pour nous aider à nous orienter. Et enfin, on le fait aussi en tenant compte de ce que font les autres personnes dans l'espace. Alors, quand on parle d'espace, là encore, je sais qu'on est plutôt habitué, nous, à parler d'espace réel, 3D, comme cette pièce. Mais si vous l'appliquez à naviguer sur Google, ça marche aussi bien. On tient compte des hyperliens, on tient compte. Il y a des gens dubitatifs dans la salle. En tout cas, on va essayer de voir comment ça s'applique dans différents domaines liés aux interactions entre donc l'humain, l'environnement et les outils technologiques. Donc, pour la suite de la présentation, je vais développer chacun des 3 côtés de ce triangle. D'abord, je vais vous parler de cognition spatiale, donc de la relation entre l'humain et l'environnement. Ensuite, on verra plutôt l'aspect humain, outils technologiques. Donc là, un autre versant de mon parcours, plutôt en informatique, lié aux interfaces humain-machine. En bon québécois, c'est interface humain-machine et pas interface homme-machine. Donc, interface humain-machine et expérience utilisateur. Et puis enfin, je vous mettrai peut-être un petit peu plus à contribution
dans une dernière partie échange-discussion autour de et la géomatique dans tout ça et la navigation en géomatique. Est-ce qu'on retrouve finalement toutes ces composantes ou pas, selon vous? Ça va? Alors, on est parti. Donc, navigation et cognition spatiale. Mon but, c'est pas... j'ai fait ma thèse sur ce sujet-là. Mon but, c'est pas de vous faire la présentation de ma thèse. Si ça vous intéresse, avec joie. Mais ça sera dans un autre temps. Tout ce que je voulais vous dire sur la navigation spatiale, donc, ça fait partie de ce qu'on appelle la cognition spatiale, donc c'est-à-dire la capacité qu'ont les êtres humains à acquérir de l'information, la représenter, l'organiser, la comprendre pour pouvoir naviguer, enfin, construire des représentations et naviguer dans un environnement spatial. Dans ça, la navigation spatiale, c'est une sous-partie majeure, mais une sous-partie qui s'intéresse donc aux processus cognitifs et moteurs qui sont nécessaires pour aller d'un point A à un point B. On l'a vu tout à l'heure avec le bref extrait de Montello là, sur la définition élusive. On va parler de recherche d'itinéraire ou de wayfinding pour la partie purement cognitive. Donc, perceptive et cognitive, fait d'aller se déplacer. Et cette recherche d'itinéraire, ce wayfinding, il va s'appuyer au niveau de nos structures cérébrales sur un certain nombre de capacités qu'on peut avoir à manipuler ou organiser des objets dans l'espace. Comment ça marche? Tout part de notre environnement. Alors, environnement physique dans ce cas-là, mais aussi potentiellement environnement technologique. Par exemple, quand on utilise une aide à la navigation, finalement, c'est une source d'information comme une autre dans notre espace. Cet environnement, on le perçoit par différents sens, par notre vue, par notre ouïe, et ça va nous permettre d'acquérir, de construire des informations spatiales sur là où on se trouve. Ce processus de construction d'informations, il est médié par différentes stratégies, questions attentionnelles, etc. Par exemple, dans ma thèse, donc je travaille sur les personnes âgées. On sait que les personnes âgées, elles vont préférer avoir des cadres de référence, on va dire, égocentrés, donc en première personne. Elles vont préférer construire des informations en vue à la première personne plutôt qu'utiliser des vues allocentrées en mode carte qui sont plus difficiles pour elles à manipuler. Et puis, elles ont des ressources attentionnelles qui sont limitées du fait de l'avancée en âge. Donc, on va se retrouver dans des situations où, vu qu'elles vont préférer construire des informations basées sur le sens de la vue et en même temps qu'elles doivent faire attention à là où elles marchent pour ne pas perdre l'équilibre, etc., elles sont dans une situation de navigation très complexe pour certaines. Donc ça, c'est pour les informations spatiales qu'on construit. Mais heureusement, il n'y a pas que ça. Parce qu'on peut compter sur notre mémoire, même si certains ici ont des problèmes de mémoire, on peut compter sur notre mémoire aussi pour extraire un certain nombre de connaissances, qu'elles soient spatiales ou non d'ailleurs, sur l'environnement. Par exemple, qui ne s'est jamais laissé guider par l'odeur d'un pain au chocolat, donc les sens perçus dans l'environnement, enfin les sens qui nous aident à percevoir des choses dans l'environnement, qui nous rappellent que peut-être on aurait bien faim et que ça va nous construire des représentations spatiales qui vont nous permettre de nous guider jusqu'à la boulangerie. Ces représentations spatiales, elles sont appuyées, manipulées, triturées par un ensemble de compétences cognitives, donc les habiletés visuo-spatiales dont on parlait juste avant, d'orientation, de visualisation spatiale, de rotation mentale, etc. etc. Ces éléments-là, ils vont être utilisés pour notre prise de décision, qui va amener une locomotion. En se déplaçant, on change d'environnement, nouvelle prise d'information, et la boucle est bouclée, vous avez compris. Alors, normalement, aujourd'hui, en psychologie cognitive, on parle de représentation spatiale, un terme que je trouve peut-être plus pertinent à développer dans le cadre d'une présentation en géomatique. C'est la question des cartes cognitives, parce que ce mot, il est toujours un peu aussi curieux. C'est quoi une carte cognitive?
Donc, les cartes cognitives, c'est pas un concept qui est récent, hein. Ça date de la fin des années 40. C'est Tolman qui a établi, en observant des rats qui arrivaient à retrouver de la bouffe, que d'une manière ou d'une autre, ils devaient bien avoir une capacité à se représenter l'espace pour pouvoir avoir cette information et retrouver les sources de nourriture. Donc, il a utilisé ce terme de carte cognitive. Mais le problème avec ce mot, en particulier quand on s'intéresse à des personnes qui travaillent dans le génie ou dans les sciences géomatiques, c'est que carte, ça connote certaines choses qui ne sont pas vraies pour les cartes cognitives. C'est pour ça que Barbara Tversky, elle préfère dire que les cartes cognitives, finalement, c'est un collage d'informations qui peuvent être spatiales ou pas spatiales, qui représente l'espace d'un point de vue très personnel. Donc, les propriétés métriques ne sont pas conservées. Ça ne fait pas de sens forcément pour la personne de garder ces informations-là. Qui mélange les points de vue. Donc là, j'ai extrait d'une étude une représentation très jolie d'une carte cognitive d'une personne et on voit que pour les bâtiments, elle les représente de manière égocentrée, alors que le réseau routier, il est en vue d'étude. Ça ne pose pas de problème. C'est comme ça qu'on navigue. Et puis, on va, dans ces cartes cognitives, pas être exhaustif, c'est pas le but. On va extraire l'information qu'on a en mémoire et l'information dans l'environnement pour pouvoir naviguer le plus efficacement possible. Aujourd'hui, on sait que ce processus de construction des cartes cognitives, il est fortement dépendant du contexte dans lequel on se trouve. Est-ce qu'on est accompagné ou pas? À quoi on doit prêter attention? Dans quel état émotionnel on s'y trouve? Ce qui va nous amener à sélectionner certaines informations. Donc, on voit ici, dans ce processus, qu'on a une dimension spatiale qui va venir sous-tendre la navigation, mais aussi une dimension sémantique en venant extraire l'information qui fait du sens pour nous, et une dimension sociale, notamment, est-ce que je suis avec mes enfants quand je me promène, je ne vais pas avoir besoin de mobiliser les mêmes informations que si je suis tout seul, etc. Donc, pour mesurer ça, parce que vous vous rendez bien compte que c'est un peu compliqué de demander aux gens comment ils se représentent l'espace, c'est pas aussi simple, on va faire appel à différentes méthodes. Donc, on peut avoir des études en environnement virtuel, on peut avoir des études en environnement réel. Dans certaines études, on va vraiment s'intéresser au côté neurologique. Quelles sont les zones du cerveau qui sont activées pour faire quoi? Dans certaines autres, on va plutôt s'intéresser aux réponses physiologiques, au stress, ce genre de choses. Ça peut être à très petit niveau. Par exemple, là en bas au milieu, on a le fameux test de rotation mentale qui est très, très utilisé en psychologie cognitive. Donc, on est vraiment sur des blocs. Et puis, on peut avoir aussi des entretiens, donc là, vraiment à plus haute dimension, pour essayer de comprendre qu'est-ce que les gens mettent en jeu dans la navigation. Donc, il est temps que je vous parle de ma thèse. Donc, j'en dis deux mots, juste pour montrer comment ça peut être mis en application, ces éléments-là. Donc, moi, dans ma thèse, je m'intéressais aux relations entre des instructions de guidage, donc vraiment un aspect très sémantique, porteur d'informations, la performance de navigation, donc là, l'aspect plutôt spatial, est-ce qu'ils arrivent à aller d'un point A à un point B? Et aussi un aspect social, puisqu'on prenait en compte l'acceptabilité de ce qu'on proposait, et surtout comment les gens vivaient d'être outillés de certaines choses pour pouvoir naviguer. On a fait ça auprès de piétons âgés. Une première étude, alors il y a eu d'autres études que ça, mais une première étude en environnement virtuel. Donc, on demandait aux personnes de faire un certain nombre de trajets avec des instructions pas du tout réalistes. C'est une présentation, c'est dans le champ de vision, du son spatialisé, du guidage haptique, donc des vibrations. Ben oui. Et puis, même chose en environnement réel derrière. Alors, si vous trouvez un air de famille, c'est parce que c'est mon papa.
Oh, elle a déjà fait son doc. J'ai toujours l'air aussi grincheuse que lui. Donc, le même type d'expérimentation, pardon, en environnement là, réel, mais là où on prêtait un peu plus attention aux constructions de représentation, Puis puisque c'est elle qui probablement peut-être pourrait être prêtée aussi à VG. en tout cas pas dans la qualité C'est ça, j'ai de celui pas qu'on eu les avait. dernières nouvelles à ce niveau-là. Probablement que la semaine prochaine. Et puis aussi, on analysait les inattentions qui avaient pu avoir Fait lieu. que, ben, c'est ça. Pour l'instant, elle travaille. Avec je donc, te dirais que des lunettes de réalité augmentée, où là, on venait candidate dans le sens où la elle est flèche, casque à conduction osseuse et science spatialisée, ça va vous aimer guidage haptique. Non, mais c'est parfait. Attention, Parce il y a que il y a des micros ouverts. Et on développait une application. Enfin, j'ai développé une application qui permet donc aux gens de sélectionner leur destination et puis de choisir leur mode de guidage et puis ensuite de s'essayer. La conclusion de tout ça, c'est que le son spatialisé, c'était à peu près, enfin, c'était pour nous la meilleure approche parce que sur les plans sémantiques, performance spatiale et satisfaction sociale, c'était ce qui marchait le mieux, c'était plus possible. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? C'est parce que l'autre fois, dans le chat, il y a Oui, des on a questions. manqué les Alors, deux je vais dernières voir dans le minutes chat. parce qu'il y a des micros ouverts. Sonia, on t'entend, je pense, en effet, et il y a des micros ouverts. Bon, c'est pas pour nous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ce que je viens de vous montrer sur l'application qui a été développée, ça fait parfaite vers la prochaine partie. Donc là, on a parlé beaucoup de l'aspect humain, environnement à travers la cognition spatiale. Maintenant, je vous propose de parler plutôt de humain interface à travers les travaux que j'ai pu faire en interface homme-machine et en conception d'expérience utilisateur. Ah, il y avait une main levée de Simon, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse entendre correctement parce qu'on est sur un dispositif. Si tu veux intervenir, n'hésite pas. Mais on est sur un dispositif un peu comment dire, artisanal. Donc, peut-être que ta question, elle serait mieux dans le chat. Ah, désolée. C'est très interactif. Est-ce que l'administrateur pourrait couper les micros? Alors, Angélique, comme vous êtes haute, pouvez-vous muter Sonia? Je vais muter Sonia. Sonia est mutée. J'espère que vous apprécierez, j'espère que vous apprécierez cette action. Merci. Merci. Ah bah écoute, on peut conclure cette présentation. Ça. Donc, ça, c'est bon. Hop. Donc, parlons un peu d'IHM et d'expérience utilisateur. Alors, l'expérience utilisateur, c'est la science, même si beaucoup de gens disent que c'est pas une science. C'est en tout cas la discipline qui va s'intéresser à comprendre les interactions entre un humain et une technologie dans un contexte particulier et qui va aussi viser à développer des expériences plaisantes. L'expérience utilisateur, elle repose sur deux choses. D'une part, des qualités pragmatiques. Donc, est-ce que la technologie, dans le contexte où je suis, elle va me permettre de réaliser une tâche plus efficacement? Est-ce qu'elle me semble utile? Est-ce qu'elle est ergonomique? Est-ce que j'ai du plaisir, on va dire, direct, pragmatique à l'utiliser? Est-ce que ça me sert à quelque chose? Mais ça va s'appuyer également sur des dimensions non pragmatiques. Est-ce que cette technologie, elle me renvoie une bonne image de moi? Est-ce qu'elle me fait plaisir? Est-ce qu'elle me fait me sentir jeune? Est-ce qu'elle me donne l'impression que j'ai le dernier iPhone, donc je suis quelqu'un de très, très branché? Ce genre de choses. Ces qualités pragmatiques et non pragmatiques, elles vont conduire à l'émergence d'émotions qui peuvent être positives ou négatives liées à ces qualités pragmatiques et non pragmatiques qui vont orienter l'intention d'utilisation ou pas du dispositif dans le contexte. Donc, je vais vous parler d'abord de qualité pragmatique dans les IHM et navigation, et ensuite de qualité non pragmatique dans les IHM et navigation. Alors, pour les qualités pragmatiques, comme je vous le disais, c'est souvent lié à la question d'ergonomie des IHM.
Donc, je vous ai mis le plus connu. Je pense que ça peut être aussi utile pour certains profs ou étudiants qui doivent régulièrement créer des présentations, d'avoir un petit peu cette base-là, parce que il y a une littérature scientifique derrière. Donc, Bastien et Scapin, ils ont proposé des critères d'ergonomie pour faciliter la navigation dans les interfaces. Ça peut être des choses qui vont permettre de limiter la charge de travail, donc la demande attentionnelle. Ça peut être des choses qui vont faire que dans notre interface, on utilise des boutons qui font du sens pour les gens. Ça peut être le fait aussi que ça va s'adapter à notre contexte et à qui on est. Donc, on a là des dimensions spatiales, vraiment, dans le sens de la loi de Fitts que je vais développer juste un petit peu plus tard. Sémantique, dans le sens que on utilise des codes qui sont signifiants. Et social, alors là, c'est la question de la signifiance du code, mais plutôt dans le fait que, par exemple, pour vous parler de quelque chose que vous voyez tous les jours, avoir 3 petits traits pour signifier un menu, parce qu'en plus en UX, on va appeler un menu burger, il n'y a rien, nulle part, qui a défini que ça, c'était un menu là. Et pourtant, collectivement, on est d'accord pour dire que ces 3 petits traits, c'est un menu. Donc, quand on crée une interface, il faut tenir compte de ça pour ne pas perturber les gens et faciliter leur navigation. La loi de Fitts, elle est très directement liée aux dimensions spatiales, toute bête là encore, mais très utilisée. Elle dit que la distance entre un point A et un point B dans une interface, c'est fonction de la taille de A, la taille de B. Le temps pour aller de l'un des deux, c'est la fonction de la distance et de la taille respective des boutons. Mais n'empêche que c'est très utilisé parce que quand vous voulez faire qu'une action, l'utilisateur puisse y aller vite, vous n'allez pas faire un tout petit truc dans un tout petit coin. Ça ne marchera pas. On a aussi la question d'affordance, qui là est plus liée à la sémantique, mais c'est la capacité d'une interface ou d'un n'importe quel milieu d'ailleurs à suggérer ses potentialités d'usage. Si vous voyez un marteau, vous avez envie de l'utiliser pour taper des choses. Vous n'allez pas essayer d'écrire avec, ça c'est ça l'affordance. Ça peut vous sembler bête comme chose que je vous dis, mais pour des géomaticiens qui sont sensibles au fait que, par exemple, Google Maps, ça semble facile, mais c'est pas si facile que ça, et ça prend du travail derrière, et je vous invite à essayer de remplir ce questionnaire, à aller un jour sur, si vous voulez vous rendre compte que c'est pas si simple que ça, allez sur Other in Your Face, je pourrais transmettre le lien à ceux que ça intéresse, essayez de remplir le questionnaire. C'est un questionnaire qui respecte aucune des règles dont je viens de vous parler. Vous allez voir qu'en termes de navigation, c'est pas du tout facile. Ne serait-ce que parce qu'avoir un O entouré de vert, ça fait pas de sens. Sémantiquement, ça fait pas de sens. Donc ça, c'était pour la partie navigation, qualité pragmatique et interface. Mais il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, comme je vous disais, les qualités non pragmatiques, et notamment tout ce qui va toucher aux représentations sociales, à l'image de soi et aux imaginaires. Dans le cadre de la navigation sur des IHM, il y a 2 types d'imaginaires qui vont être mobilisés. Les techno-imaginaires, donc ce qui va être ce qu'on investigue nos croyances, nos représentations dans notre pratique numérique, et puis des imaginaires qui ont plus trait au voyage. Un bon exemple pour illustrer ça, c'est ce livre de Monsieur Hudon, qui dit que, par exemple, quand les gens parlent de la navigation sur Internet, ils mobilisent des imaginaires sur le fait que ça nous permet d'aller n'importe où sans sortir de chez soi, que ça permet l'empowerment des minorités, que ça permet de se faire des amis à travers le monde, etc. Ces dimensions-là, ça peut paraître un petit peu obscur là, quand je vous dis ça comme ça, mais ces dimensions-là, elles sont hyper importantes aussi à prendre en compte quand on conçoit quelque chose, parce que c'est ça qui peut orienter les intentions d'usage. Et on voit que là aussi, on a notre côté spatial, mais aussi sémantique et social qui revient tout le temps. Pareil, pour mesurer des choses ou pour concevoir des choses liées à la navigation dans les interfaces, on a de multiples outils à notre disposition. On va pouvoir, par exemple, faire de la conception d'interfaces à travers des maquettes. On va pouvoir faire appel au tri par carte. Donc, le tri par carte, c'est vraiment la dimension sémantique qui va permettre de regrouper au même endroit des informations qui vont théoriquement ensemble. On va s'intéresser aux données oculométriques. On a aussi des gens ici en géomatique qui font ce genre de choses.
On va pouvoir essayer de concevoir c'est quoi la place sociale de la personne à travers une approche par persona. Et puis, là encore, des approches à petite et à grande échelle, que ce soit en observant les comportements très fins d'une personne ou en menant des focus group, par exemple. Je vous parle d'une de mes 2 maîtrises, du coup. Grosso modo, j'ai fait deux maîtrises sur les interfaces. Une maîtrise qui s'intéressait donc à la mobilité virtuelle, qui est celle dont je vais vous parler, qui peut paraître très perchée comme ça, là, j'en ai conscience, en géomatique, ça, c'est pas forcément le sujet dont on parle habituellement. Et puis une autre beaucoup plus pragmatique en informatique, où là, je travaille sur les interfaces pour les jumeaux numériques de territoire, mais c'est les mêmes mécanismes, toujours, qui reviennent. À savoir qu'on va vouloir s'intéresser à ce qui fait que l'outil est utilisable, mais aussi à tout ce que les gens investissent de représentation dedans. Donc la mobilité virtuelle, c'est cette idée qu'à travers des expériences pédagogiques, on peut voyager dans le monde entier sans sortir de chez soi. Et dans le cadre de ma maîtrise, j'avais essayé de mettre ça en place entre l'Université de Rennes et ici l'Université Laval en 2013. Et ce qu'il en était ressorti, c'est que oui, effectivement, les aspects ergonomiques sont nécessaires pour faire que les étudiants s'intéressent à cet outil-là. Il faut que ça soit utilisable, mais c'est pas suffisant et qu'il mobilise énormément de représentations de l'autre, de représentations de ce que c'est que le Canada, notamment pour les Français. Il y avait 2 choses intéressantes qui sortaient de ça. La première, c'est le fait que la mobilité, l'objet de mobilité, c'est pas juste une capacité de transport entre un point A et un point B. C'est un vrai capital social que les gens investissent et qui perçoivent comme tel, quoi. Et puis la deuxième chose, ça c'était plus pour les Français, c'est cette idée que le Québec, c'est l'accent d'Amérique. Alors je trouve ça très rigolo parce que c'est le slogan de la ville de Québec. Il y a vraiment cette idée-là. Les gens se représentent le Canada comme étant le territoire de tous les possibles. Et c'est ça aussi qui font qu'ils s'investissent. Il y a certains Français dans la salle qui ont l'air dubitatifs sur le fait que le Canada, ça c'est le territoire de tous les possibles, mais en tout cas, c'est ça qui ressortait. Est-ce que ça va jusque-là? Je vais regarder si en ligne, il y a des questions, maintenant que Sonia a coupé son micro. Ah, il y a un pardon. Ok. N'hésitez pas en ligne. Bon, ça fait une grosse demi-heure que je parle. Et donc, l'idée, c'est maintenant de vous mettre un petit peu à contribution, puisque on va, si je veux bien, on va parler de navigation et de géomatique. Alors, vous êtes plus expert que moi sur ces questions-là. Donc, je présente des choses, mais je vous invite à interroger. Donc, comme on l'a vu précédemment, on a donc cet aspect spatial, cet aspect sémantique, donc naviguer en fonction de ce qui fait du sens pour nous, et social, naviguer en fonction de ce que font les autres, qui est présent dans 2 des 3 côtés de notre triangle interaction entre humain, environnement et technologie. Je pense que si on s'intéresse à géomatique et navigation spatiale, ça va pour vous. Enfin, je vais pas vous parler de GPS, de GPS, de systèmes de localisation indoor, de systèmes de localisation globaux, ce genre de choses. C'est votre domaine et je vais pas m'y apesantir. Par contre, là où ça me semble intéressant, c'est de se dire, OK, géomatique et navigation sémantique, ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire quoi prendre en compte le fait que les gens se déplacent en fonction de ce qui fait du sens pour eux dans le cadre de la géomatique? Alors, il y a quand même des choses qui sont faites, hein, donc quelques pistes de réflexion. L'image que j'ai mise, elle n'est pas forcément très lisible comme ça de prime abord. Elle est aussi extraite d'une étude sur les côtés Placial Studies. C'est cette idée qu'on voit que l'attention qui est portée à l'environnement et ce qui ressort de l'environnement change complètement selon qu'on ait fait des peintures autour de l'abrébus ou pas. Donc, c'est même pas tant l'objet qui a besoin d'être changé, c'est vraiment son contexte pour faire que les gens vont y prêter plus attention, vont lui donner plus de signifiance, etc. Donc, cette idée de Placial.js, elle n'est pas de moi, malheureusement,
Mais elle s'intéresse au fait qu'on puisse concevoir des systèmes d'information géographiques qui ne reposent pas forcément sur cette idée de latitude, longitude, coordonnées et cet aspect très mathématisé finalement de l'environnement, mais sur la manière dont nous, êtres humains, on appréhende les lieux, on appréhende l'environnement et d'essayer de le représenter. Et ça pose plein de défis pour la géomatique, savoir comment on collecte ce genre de données. On a vu par exemple que c'était pas si facile de s'intéresser aux représentations des gens, que ce soit leur représentation spatiale via leur carte cognitive ou que ce soit leur représentation, leur imaginaire, qu'est-ce qui est important pour eux. C'est pas facile à faire sortir du monde, là. Donc, cette collecte de données pour faire des aides à la navigation, notamment Glacial, c'est un vrai défi de recherche en géomatique. Même question, comment on stocke cette information qui est très hétérogène? Il y a des gens qui ont peut-être des idées, moi je ne sais pas. Et puis comment on en vient à la représenter, à pouvoir faire du calcul littéraire aussi dessus, par exemple. C'est un vrai sujet de prendre en compte qui fait du sens pour la psyché humaine. Ici, alors au CRDIG et puis au département de géomatique, vous avez connu aussi pour certains Jeffrey Edwards qui a développé cette idée de géomatique cognitive, mais donc la prise en compte aussi des questions de perception, de représentation, d'affect aussi dans la géomatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique en termes de représentation? Et puis, tout ça, ça peut avoir une finalité hyper importante du point de vue de la navigation ou de la construction d'aide à la navigation, à savoir comment on fait des technologies qui soient véritablement adaptées à une personne. Donc là, on est au top de l'expérience utilisateur, mais des aides à la navigation, par exemple, qui soient capables, en fonction de la personne et du contexte, de fournir la bonne information, de la bonne manière, à la bonne vitesse, etc. Vous avez des réactions là-dessus avant que je continue? Ou on en discute après, c'est comme vous préférez. On en discute après. Je vais regarder en ligne, on ne sait jamais dans le chat si il y a des choses qui se passent. Non, c'est bon. Donc ça, c'était pour l'aspect sémantique. Et on a aussi l'aspect social. Alors là, je vous avoue que j'ai lâché des idées. C'est des pistes d'échange. Mais en quoi la géomatique aujourd'hui pourrait être un moyen d'analyser, de modéliser ou de prédire des comportements spatiaux? Alors, le thème, on va dire, le plus classique, c'est les lignes de désir, là, qu'on voit apparaître dans les villes. On dit que si ça avait été bien pensé à la base, ça n'aurait pas lieu d'être. Donc, peut-être que il peut y avoir certains outils de planification auxquels on pourrait contribuer en prenant en compte cet aspect social de comportement. Mais un autre point, par exemple, ça peut être aujourd'hui, on a une émergence folle des médias sociaux, notamment des lieux qui sont instagrammables, qui posent de vrais gros problèmes pour les territoires qui, c'est un avantage et un inconvénient. Un pharmacon, comme dirait mon ancien prof. Mais qu'est-ce que la géomatique, qu'est-ce que les connaissances en géomatique peuvent apporter pour permettre de mieux comprendre ce phénomène de lieux instagrammables, tous les problèmes qui viennent avec, et puis comment on peut aider les territoires à gérer ça. Par exemple, ça pourrait être une piste. Un autre point, ça pourrait être la participation de la géomatique à la fouloscopie. Alors, la fouloscopie, c'est un néologisme qui a été inventé par un chercheur qui travaille en Allemagne qui s'appelle Mehdi Moussaïd. Lui, son objet d'étude, c'est les foules. Il vient à la base des sciences cognitives, mais en fait, il s'est intéressé à la mécanique des fluides, tout ce qui peut toucher aux foules. Comment la géomatique, ça peut être intéressant pour contribuer à cette fouloscopie, à comprendre les foules. De la même manière, comment la géomatique peut utiliser ou mieux utiliser toutes les données qui sont générées, non pas par l'environnement, mais par l'humain dans son environnement. On sait aujourd'hui, par exemple, si vous prenez OpenStreetMap, c'est normal, là c'est basé sur du crowdsourcing, donc il y a déjà des exemples qui existent. Mais qu'est-ce que ça veut dire si on pousse le concept loin d'human as a sensor? On est tous aujourd'hui plus qu'équipés. J'ai de la technologie devant moi, tout le monde en a dans sa poche.
Donc, on est tous aujourd'hui des capteurs en puissance. Qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser ça? Tout ce qu'on partage. Je sais aussi qu'il y a des gens qui travaillent ici sur les médias sociaux, qu'est-ce qui est partagé sur les médias sociaux, mais comment cette matière-là, on peut l'exploiter en géomatique. Et puis enfin, pourquoi pas, de la même manière qu'on a développé l'idée d'une géomatique cognitive, qu'est-ce que ça voudrait dire une géomatique sociale? Donc une géomatique qui se lie avec des concepts issus de la sociologie, avec des concepts issus de la psychologie environnementale. Là aussi, il y a des travaux qui sont faits en géomatique environnementale ici, mais on peut aller plus loin sur les questions de représentation, pas seulement représentation cognitive, mais l'affect, comment on vit les lieux, etc. Ça pourrait être aussi une perspective intéressante. Tout ça pour dire que, et c'est mon mot de la fin qui est beaucoup trop clair pour être lisible, mais il y avait 2 messages que je voulais faire passer à travers cette présentation. La première, c'est que j'ai fait le focus sur la navigation pour parler des interactions humains, environnement, technologie. Il y a plein de sujets complexes dans notre monde qui mobilisent à la fois des données géospatiales et des questions de comportement humain spatialisé qui pourraient être des sujets intéressants pour la géomatique. La logistique, la santé, les transports, le commerce, l'agriculture, etc. C'est plein de perspectives potentiellement qui peuvent être intéressantes en termes d'application. Et l'interdisciplinarité, elle permet d'éclairer un peu cette complexité au-delà des sciences géomatiques et de votre expertise. Le deuxième point, là encore, qui est peut-être un petit peu plus en ouverture, c'est que, on l'a vu, il y a des méthodologies dans chacune des disciplines. Il y a des méthodes qui sont propres à la psychologie, il y a des méthodes qui sont propres à l'informatique et à la conception d'expériences utilisateurs. Comment on pourrait essayer de mobiliser ces méthodologies-là aussi en géomatique pour peut-être regarder un problème dont on a l'habitude de discuter, mais d'une manière différente. Est-ce qu'on pourrait utiliser les environnements virtuels, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire faire de la géomatique en environnement virtuel? Qu'est-ce que ça veut dire faire de la géomatique, il y en a qui le font, avec des données kilométriques? Voilà. Donc, faire des jumeaux numériques avec des personas. Moi, j'aimerais bien faire ça. Avoir un genre de SimCity vraiment jumeaux numériques, mais où dedans, on a fait des petits personas, au sens UX design, et on regarde ce qui se passe. Ça pourrait être intéressant. Donc, c'était mon mot de la fin. Juste, je suis en train de préparer un papier pour le COSIT sur enseigner la navigation. Et je cherche un volontaire participant qui travaille plutôt sur les questions de navigation spatiale, on va dire, en géomatique pour répondre à des questions. Donc, si quelqu'un est volontaire, ça me fera grand plaisir de l'interviewer. Voilà. C'est bon. On est dans les temps. Merci beaucoup pour la présentation. Il n'y a pas de quoi. Complète et dynamique. T'as vu ça? Ouais, très bien. On va pouvoir passer aux questions. Alors, je vais voir si je vais laisser le chat ouvert. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle déjà? En ligne, vous pouvez les poser aussi. Non, ils sont encore sur le micro de Sonia. Ah. J'ai eu moins de succès que le micro de Sonia. Je suis très, très déçue. On en fera un thème de séminaire. Non, ouais, non, on ne s'est pas attendu. Question de Mire. Merci, vraiment, c'est inspirant. C'est une présentation. Ouais. Surtout vers la fin. À montrer je crois que c'est pas traité ici, de sciences informatiques, et que même on peut aller dans cette direction-là. En commençant par question à haut niveau, peut-être on touche ces domaines-là, particulièrement dans l'informatique aussi, la recherche qui implique ces sujets humains. Ouais. Avec ton expérience aussi, tu as passé d'autres aspects en termes de travailler plutôt avec les humains. Ouais. Avec tes connaissances que tu as en géométrie maintenant, depuis peu de temps, mais sauf peut-être avec l'informatique. Ouais, j'étais en géo-informatique. Quels sont les enjeux de ce genre de recherche qu'on a moins en géomatique, mais que ça pourrait être un apport pour un peu
changer un peu la perspective méthodologique de ce qu'on fait, là, des enjeux qu'on a moins quand on peut, par exemple, tout simplement un algorithme. Qu'est-ce que tu entends par enjeu? C'est ça que... Parce que... En termes méthodologiques, bah, on a beaucoup d'enjeux éthiques, ça déjà, je pense, enfin, je suis pas sûre que tous les chercheurs au CRD aient des questions liées à l'éthique quand ils doivent soumettre un projet. C'est sûr que la prise en compte de l'éthique, notamment, enfin, peu importe d'ailleurs les études qu'on veut faire, la conception d'aide à la navigation, qui est quand même grosso modo, j'ai fait des aides à la navigation et des jumeaux numériques de territoire. La conception d'aide à la navigation, ça demande d'être testé. Et on peut faire tout ce qu'on... Enfin, quand on conçoit un algorithme ou quand on essaie de fine-tuner une intelligence artificielle, c'est finalement assez facile. Ça prend des capacités de calcul, ça prend plein de choses, ça prend plein de compétences, mais c'est assez facile de voir le résultat. Est-ce qu'on l'a atteint ou pas? Quand on s'intéresse à savoir est-ce qu'une chose est acceptable, est-ce qu'elle est bien perçue par un public, par exemple, ben, ça prend forcément d'aller monter des expérimentations. On va avoir quand même plusieurs dizaines de sujets humains pour pouvoir poser des questions, croiser les résultats. C'est pas du tout les mêmes perspectives non plus en termes d'analyse, puisque moi, j'ai beaucoup travaillé avec des entretiens. Les questionnaires, c'est bien, hein, mais tu rentres pas dans le détail d'une représentation humaine avec un questionnaire. Donc, quand il faut aller faire des entretiens, qu'il faut aller l'analyser, c'est très long, c'est très coûteux. Ce qui fait d'ailleurs souvent qu'on a tendance à dire quand les thèses en informatique, par exemple, un autre domaine que je connais bien, ça va assez vite en termes de temps. C'est facile de faire sa thèse en 3 ans en France en informatique. Il faut bien voir côté le problème, mais finalement, on n'a pas toutes ces latences liées à l'éthique. On n'a pas le fait qu'il va falloir réécrire des pages et des pages d'entretien, faire de l'analyse thématique et ce genre de choses-là. Alors, c'est comme d'autres sciences en génie, hein. Par exemple, en biologie, quand il faut d'abord élever et transmuter des souris pendant 2 ans avant de pouvoir faire sa première expérimentation, c'est sûr que ça ne permet pas de faire sa thèse en 3 ans. Mais c'est ce genre d'aspect-là de temps et puis forcément, il faut aller questionner le détail de représentation des gens. Il n'y a personne en ligne, alors tu peux y aller. Merci pour la présentation, c'est vraiment intéressant. Tu as compris ce que je faisais? Oui, j'ai envie que les comprenez une partie. Ok, cool. Il y en a 2 questions. Ouais. La première, c'est est-ce qu'on a tous les enjeux dialectiques qui font une partie importante, mais après, plus la modélisation de la perception juridique, parce que dans là, depuis arpentage et démocratie classique, dans une série de règlements qu'on applique, plus précis qui peuvent être nos données puis les règlements, il y a toujours un aspect modélisation et compréhension. Ouais. Et ça peut créer des flux juridiques là-dedans, comment on va positionner l'île sur le territoire, plus ou moins des unités. Oui. Il n'y a pas de coordonnées. Il y a des stratégies, des enjeux, déjà dans le sur toutes les modélisations plus juridiques. Non, pas. Le seul aspect que tu vas avoir à affronter quand tu fais de la recherche en sciences humaines en France, ça va être tout ce qui va être lié au RGPD, donc qui est plutôt sur la propriété des données. Donc, c'est un enjeu légal, mais qui n'est pas directement lié au terrain. Par contre, sur les questions de... Je pense qu'il y a un lien qui pourrait être intéressant à faire avec des travaux en sociologie là-dessus, parce que tu peux avoir le regard d'une part juridique, de qu'est-ce que ça veut dire faire un trait, enfin, qu'est-ce que ça veut dire mettre des bornes et puis délimiter un espace, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi sociologiquement de travailler ces questions-là. Mais j'ai pas l'expertise en juridique pour pouvoir... Oui, non, c'est plus dans l'autre côté. On a l'arpenteur et le bois, puis un autre arpenteur et le bois, puis un troisième. Ouais, les questions des représentations. Comment ils vont les représenter? Comment tu te représentes? Ouais. Ça, surtout là, je parle de l'arpentage classique. On a un arpenteur qui est une ligne, un autre, la ligne, reste plus, on a la compte expertise dans le
tu peux avoir deux dimensions qui sont intéressantes plutôt en psychologie. Tu vas avoir d'une part la question vraiment de psychologie cognitive, de comment les gens comprennent les informations. Tu pourrais par exemple essayer de développer un test de fiabilité de la personne. Alors, il n'y a pas à ma connaissance en tout cas comment dire, de tests, enfin de tests qui soient validés, parce que tu as la question de faire un questionnaire, puis tu as la question de la validation psychologique. Est-ce qu'on pourra répliquer ce test-là? Donc, ça, à ma connaissance, il n'y en a pas, mais ça pourrait être intéressant de se dire, bah, OK, comment avoir des profils de personnes qui émergent, là, même quand tu prends ton permis d'arpenteur, de pouvoir savoir si c'est plutôt tel type, et puis on deal avec toi en sachant ça. Et puis de l'autre bord, il va y avoir tout ce qui peut être en psychologie environnementale. Donc la psychologie environnementale, ça s'intéresse à la relation vraiment humain-environnement, mais pas tant sur le plan de la compréhension du langage, etc., mais plutôt dans l'aspect affect ou personnel. Donc ça pourrait aussi être intéressant de peut-être mener des entretiens avec différents arpenteurs qui n'ont pas eu la même conception des choses pour creuser au-delà de l'aspect cognitif. Pourquoi? Qu'est-ce qui j'en sais rien, ça fait très psychologue là ce que je vais dire, mais dans leur expérience de vie personnelle, qu'est-ce qui a fait qu'ils vont plutôt comprendre les choses de cette façon-là que d'une autre façon, tu vois? Parce que... Et puis, ben non, mais tu as toujours des questions, mais c'est aussi lié à l'expérience utilisateur, enfin, question d'expérience utilisateur. On a beaucoup de choses, nous, en tant que personnes, qui nous semblent être aller de soi, parce que c'est la représentation qu'on a toujours eue. Alors, on est beaucoup de personnes qui ne sont pas québécoises ici. On sait déjà qu'on n'a pas les mêmes représentations pour plein de choses. Mais la question de la couleur, par exemple, je pense que c'est tout bête, mais quand on fait des cartes, quand on choisit des couleurs, la couleur, ça n'a pas le même sens selon que tu es chinois ou selon que tu es européen. Donc ça, c'est important à prendre en compte quand même. Mobilité spatiale comme capital social, lien avec la géolittératie, savoir comment comprendre l'espace, et la cartologie, savoir lire et faire parler une carte. Alors, je me doutais que c'est une question de Gaïb. Eh oui. Non, c'est que, Attends, en ce fait, que je voulais... quand tu parles de mobilité, ouais, en fait, le concept que j'ai ressorti là, donc de mobilité spatiale comme capital, c'est ce que Vincent Kaufmann, qui est à l'origine de ça, appelle la motilité. Alors la motilité, pareil, c'est un concept à la base qui vient de la biologie. C'est la capacité d'un truc, genre une cellule, à se mouvoir dans l'espace. Et donc ça a été repris en sociologie urbaine pour comprendre les comportements des individus vis-à-vis des transports en commun, vis-à-vis d'une offre de transport, par exemple. Donc, il n'y a pas tant de questions liées à comment on comprend l'espace à travers ça, mais c'est plutôt comment je vais m'approprier une offre de mobilité qui m'est mise à disposition pour réaliser mes envies, mes projets. Voilà. Mais c'est ça qui était vraiment prégnant dans ce que j'ai fait dans ma première maîtrise. Tu avais une autre question, si tu veux y aller. Il y en aura une après là. C'est plus la partie tapis, en parlant de ça un peu après, c'est la perception de l'espace qu'on a des différentes personnes. Ouais. On est capable d'aller dans notre l'expression de la gamme, quantifier ça, de créer des classes que nous, on a créé, on reste créé à appuyer sur des niveaux et d'autres classes, on arrive à créer des classes dont la perception de différentes personnes, de différents domaines. Alors, je pense que ça existe. J'ai pas utilisé ça, mais je peux regarder dans la littérature en psychologie s'il y a ça. Je pense qu'il y a, oui, les psychologues aiment bien faire des petites boîtes et ranger les gens dedans pour plein de dimensions, y compris le rapport à l'espace. Donc, je peux chercher ça. Tu avais une question? En anglais? Yes. Can you speak language? Yeah. 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 The auditory one.
Yeah. Je réponds en français si tu veux, je parle doucement. Sur la multisensorialité, il y avait deux aspects dans mon travail de thèse. Il y avait utiliser la multisensorialité, le complément, on va dire, de la multisensorialité, donc le fait de donner la même information, mais de deux manières différentes pour voir si ça avait un effet. Ce qui en est ressorti, c'est que non. C'est pour ça que dans la deuxième étude en environnement réel, on n'a pas questionné tant cette multisensorialité. Par contre, on s'est interrogé sur les différentes modalités. Le problème de la modalité visuelle, c'est que pour des personnes âgées, leur attention visuelle, elle est déjà tellement sollicitée pour faire attention aux voitures, faire attention, ils regardent leurs pieds pour pas tomber. En fait, tu peux pas rajouter encore de l'information dans ce canal-là, ça marche pas. Même si pour les jeunes, ça marchait bien, mais pour les personnes âgées, ça marche pas. Et là, si tu veux, à mon bureau, j'ai imprimé, il y a l'équipe de recherche en réalité virtuelle à Rennes qui a sorti il y a 2 ans une revue de littérature sur les aides à la navigation pour les personnes Alzheimer. Et pareil, une des recommandations qui ressort, c'est de travailler plutôt avec le son plutôt qu'avec... Alors, après le son, tu as la voix. La voix, on a des problèmes à percevoir quand on vieillit. Mais si c'est du son brut, des bips, là, ça marche mieux. For the young people, it might work, but here, the device we use to provide people with arrow in their field of view, it was not so good. And I'm not sure that even if I know Apple and so on will propose some brand new devices soon, I'm not sure that it will work well outdoor because of the sun. That's the reason why we had to, if I show it, we had to, oh, sorry, I will just, a minute, here, no, si vous me dites où est le, est-ce que vous voyez comment je peux, ici. Donc, here, as you see, on my, sur mon papa cobaye, he had sunglasses. We added some sunglasses because otherwise it was not visible at all. Even the experiment was in autumn, so the light is not so bright. But even though we were not, he was not able to see it well. C'est un enjeu. Et pourquoi vert? C'est parce que la couleur verte, c'est la couleur qu'on perçoit le mieux. L'être humain est fait pour... On pense souvent que c'est le rouge, et non. C'est le vert, on a la capacité à distinguer de grandes palettes de couleurs vertes, ce qui est lié au fait que notre environnement est principalement vert et qu'en tant que chasseur-cueilleur à la base, on utilisait cette couleur-là. Donc, c'est pour ça que le vert, le jaune sont plutôt des couleurs à utiliser, alors que le rouge, il n'y a pas tant de contraste en fait, finalement. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie de votre participation. Merci beaucoup pour votre présentation.